En janvier 2026, tout bascule en quelques minutes à Ouagadougou, lorsqu'un décret exécutif déclenche une rupture sans précédent. Embargo total sur les visas américains, nationalisation des ressources minières et gel des actifs étrangers bouleversent d'un coup les équilibres économiques et diplomatiques du Burkina Faso. Mais qu'est-ce que ce choc signifie réellement pour la population et pourquoi Ibrahim Traoré accepte-t-il d'en payer le prix politique et financier? Une trajectoire de souveraineté risquée s'ouvre avec des conséquences durables. Ce récit promet de clarifier ce que ces décisions changent vraiment au-delà des slogans et des réactions immédiates. Comprendre les enjeux réels, les coûts cachés et les gains possibles pour le pays. Car derrière les annonces spectaculaires, le Burkina Faso affronte un dilemme central: reconquérir sa souveraineté économique sans provoquer un isolement durable qui fragiliserait sa population. Chaque mesure prise par Ibrahim Traoré engage l'État, les entreprises locales, les travailleurs des mines et les services publics dans une même zone d'incertitude. D'un côté, la nationalisation des ressources promet de corriger des décennies de contrats déséquilibrés et de récupérer une part plus juste de la richesse nationale. De l'autre, la rupture avec les partenaires occidentaux menace l'accès au financement, à l'aide internationale et à certains marchés stratégiques. Ce choix n'est donc pas idéologique seulement, il est profondément pratique, mesurable et risqué. La question clé devient alors simple, mais lourde de conséquences: le pays peut-il supporter ce choc assez longtemps pour transformer la rupture en levier? La réponse commence par un détail souvent négligé. Le point de bascule et c'est précis. Le 5 janvier 2026, l'ordonnance 20-26042 est signée et en quelques heures, l'architecture économique du Burkina Faso est renversée. Avant cette date, les entreprises minières étrangères extrayaient plus de 20 tonnes d'or par an, tout en ne reversant qu'une fraction minime de leur valeur réelle à l'État. Après, le gouvernement annonce vouloir capter jusqu'à près d'un tiers des revenus issus des mines. Cette décision ne surgit pas de nulle part. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré cherche à réduire l'influence des anciennes puissances coloniales et à remettre en cause un modèle économique fondé sur la dépendance. Les contrats miniers hérités des décennies précédentes sont décrits comme léonins, laissant au pays des recettes limitées malgré une exploitation intensive de ses ressources naturelles. Dans ce contexte, la nationalisation apparaît comme une réponse directe à une frustration accumulée, autant économique que symbolique. Mais le décret ne se limite pas aux mines. L'embargo sur les visas américains marque une rupture diplomatique assumée, touchant aussi bien les entreprises que les organisations humanitaires et certains programmes de coopération. Ce geste transforme un conflit économique latent en affrontement politique ouvert avec les États-Unis et, par extension, avec une partie de l'Occident. Pour Ibrahim Traoré, il s'agit d'affirmer que la souveraineté ne se négocie plus à la marge, mais s'impose par des actes visibles. Dans le même temps, cette rupture expose le pays à des risques immédiats: la suspension partielle de l'aide internationale, la sortie précipitée des sociétés étrangères et l'incertitude pour des milliers de travailleurs locaux créent une tension sociale réelle. C'est là que se joue l'enjeu central: transformer un choc brutal en transition contrôlée. Ce paradoxe résume la situation actuelle: un État plus affirmé, mais une économie mise à l'épreuve. Et c'est précisément ce déséquilibre initial qui va conditionner tout ce qui suit. Sur le terrain, les premières conséquences ne se lisent pas dans les communiqués, mais dans les parcours individuels. Autour des sites miniers nationalisés, des milliers de travailleurs se retrouvent face à une transition brutale: nouvelle chaîne de commandement, incertitude salariale, formation
Promise, mais encore en cours de déploiement. Pour beaucoup, la rupture avec les entreprises étrangères signifie d'abord une période d'attente, parfois anxieuse, avant toute amélioration tangible. Dans les quartiers proches des exploitations, l'effet est immédiat. Les commerces qui dépendaient des sous-traitants occidentaux voient leur activité ralentir, tandis que les collectivités locales s'interrogent sur la continuité des services qui soient financés indirectement par ces values après flux économiques. Ce choc initial révèle à quel point l'économie locale était imbriquée avec des acteurs extérieurs, souvent sans alternative, prêtes à prendre le relais. Face à cette situation, le gouvernement met en avant des programmes de formation professionnelle destinés à combler le vide technique laissé par le départ des expatriés. L'objectif affiché est clair, permettre aux Burkinabés d'occuper les postes de gestion et d'ingénierie auparavant réservés aux étrangers. Mais entre l'annonce et la mise en œuvre, un décalage subsiste et il alimente le doute chez ceux qui vivent déjà les conséquences du changement. Ibrahim Traoré apparaît alors comme un personnage clivant. Pour ses partisans, il incarne une rupture nécessaire, capable d'assumer un coût à court terme pour une promesse de dignité nationale. Pour ses critiques, il impose une transition trop rapide, exposant les plus fragiles à des sacrifices immédiats sans garantie suffisante. Cette tension explique pourquoi les premiers mois sont décisifs, car c'est à ce stade précoce que se forge la perception durable des réformes, entre espoir collectif et inquiétude concrète. Tout commence par une activation rapide, presque chirurgicale. Le décret est signé, les instructions sont transmises et l'appareil d'État s'aligne en quelques heures. Les frontières se ferment aux citoyens américains, les concessions minières passent sous contrôle public et les entreprises étrangères reçoivent l'ordre de suspendre leurs opérations. Ibrahim Traoré assume une stratégie de rupture nette, convaincu qu'un choc frontal vaut mieux qu'une transition lente et négociée. Le point culminant survient dans les jours qui suivent. À Ouagadougou, des rassemblements spontanés saluent ce qui est perçu comme un acte de souveraineté longtemps attendu. Dans les rues, les slogans célèbrent la fin d'un modèle jugé néocolonial, tandis que les images circulent rapidement à travers le pays et au-delà de ses frontières. Cette mobilisation populaire donne au pouvoir une légitimité immédiate, mais elle attire aussi l'attention des capitales occidentales. La réaction internationale ne se fait pas attendre. Les États-Unis expriment leur indignation et évoquent des sanctions économiques renforcées, suivies par plusieurs gouvernements européens qui dénoncent un isolement volontaire du Burkina Faso. La suspension partielle de l'aide internationale devient un signal fort. Le coût diplomatique de la décision sera réel. Pour Ibrahim Traoré, cette phase marque un point de non-retour, car toute concession serait interprétée comme un recul politique. Les ondes de choc se propagent alors à l'intérieur du pays. Les entreprises minières quittent précipitamment les sites, laissant derrière elles des infrastructures, mais aussi des zones entières dépendantes de leur présence. Des milliers de travailleurs locaux se retrouvent sans employeur immédiat, malgré les promesses de reconversion et de formation. Dans certaines régions, l'économie locale ralentit brusquement, révélant la fragilité d'un tissu productif longtemps adossé à des capitaux étrangers. En parallèle, le gouvernement tente de reprendre l'initiative. Des programmes d'urgence sont annoncés pour assurer la continuité de l'exploitation minière et éviter un effondrement des recettes publiques. L'État affirme vouloir traiter les ressources sur le territoire national afin de capter davantage de valeur ajoutée. Cette ambition, présentée comme un tournant historique, nécessite cependant des compétences techniques et des investissements lourds qui ne se matérialisent pas instantanément. C'est dans ce contexte que de nouveaux partenaires entrent en scène. La Russie et la Chine sont évoquées comme des alternatives stratégiques,
prête à fournir des prêts, des infrastructures et un soutien sécuritaire. Ces ouvertures redessinent ce que l'orientation géopolitique du pays et renforcent l'image d'un Burkina Faso cherchant à diversifier ses alliances plutôt qu'à se refermer totalement. Mais elles alimentent aussi les critiques, qui y voient un déplacement de dépendance plutôt qu'une véritable autonomie. La dynamique est désormais enclenchée. Chaque décision produit des effets en chaîne économiques, sociaux et politiques. La question n'est plus de savoir si le pays peut revenir en arrière, mais s'il saura absorber les ondes de choc sans fracture durable. Et c'est précisément cette capacité d'absorption qui sera mise à l'épreuve dans la phase suivante. Avant janvier 2026, le secteur minier du Burkina Faso générait une richesse considérable, mais l'État n'en captait qu'une part limitée. Après la nationalisation, le gouvernement annonce une redistribution radicalement différente des revenus. Ce basculement chiffré constitue le cœur de la justification économique portée par Ibrahim Traoré, et il mérite d'être examiné point par point. Commençons par la production d'or. Avant la reprise en main par l'État, les sociétés étrangères extrayaient plus de 20 tonnes d'or par an pour une valeur estimée à environ 1,2 milliard de dollars. Sur cette somme, les recettes directes pour le trésor burkinabé se limitaient à des redevances évaluées à environ 6 à 7 de la valeur totale, et soit près de 82 millions de dollars par an. Ce déséquilibre alimente depuis des années le sentiment que la richesse nationale quitte le pays sans contrepartie suffisante. Après janvier 2026, le gouvernement affirme vouloir porter sa part à un niveau compris entre 25 et 30 des revenus miniers. Selon les projections officielles, cette modification pourrait augmenter les recettes annuelles de l'État d'environ 250 millions de dollars. L'enjeu est majeur. À l'échelle d'une économie fragile, une telle hausse représente une marge de manœuvre budgétaire capable de financer des services publics, des infrastructures et des programmes sociaux jusque-là dépendants de l'aide extérieure. Cependant, ces chiffres reposent sur une exploitation continue et maîtrisée des mines, ce qui n'est pas garanti à court terme. Regardons ensuite l'investissement étranger. Avant l'embargo sur les visas américains et la rupture avec les partenaires occidentaux, le Burkina Faso bénéficiait d'un flux régulier d'investissements, principalement dans les secteurs miniers, diplomatiques et humanitaires. Le gouvernement estime que les nouvelles mesures pourraient entraîner une perte cumulée d'environ 3 milliards de dollars d'investissement sur les 5 prochaines années. Cette contraction potentielle pèse lourdement sur la croissance et sur la capacité du pays à moderniser son économie sans soutien extérieur. Puis vient la question de l'emploi. La sortie des entreprises étrangères a provoqué la perte immédiate de plusieurs milliers de postes, notamment dans les zones minières. Pour compenser, l'État a lancé un programme de formation professionnelle visant à former plus de 5 000 Burkinabés aux métiers techniques et de gestion du secteur minier. Les prévisions officielles évoquent la création de près de 10 000 emplois directs sur 3 ans, auxquels s'ajouteraient des emplois indirects dans le transport et la logistique. Ces chiffres traduisent une ambition, mais ils impliquent une transition sociale délicate. Enfin, l'aide internationale devient un paramètre déterminant. Avant la rupture diplomatique, le pays recevait près de 6 millions de dollars d'aide annuelle, principalement des États-Unis et de l'Union européenne. La suspension partielle de cette aide crée un manque immédiat que le gouvernement cherche à compenser par des accords financiers avec la Chine et la Russie, qui est sous forme de prêts et de partenariats stratégiques. Cette substitution modifie la structure de dépendance financière, sans l'éliminer totalement. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une réalité contrastée. À court terme, la pression est forte sur l'économie et sur l'emploi. À moyen terme,
Les gains potentiels sont réels, mais conditionnés à une exécution rigoureuse. C'est sur cette tension entre promesses chiffrées et risques mesurables que se joue désormais la crédibilité de la stratégie. Les décisions prises en janvier 2026 divisent profondément les analyses, y compris parmi les observateurs favorables à une plus grande souveraineté africaine. Pour comprendre l'enjeu réel, il faut examiner les arguments les plus solides de chaque camp sans les caricaturer. Un premier argument en faveur de la stratégie est la correction d'une injustice économique structurelle. Les partisans d'Ibrahim Traoré soutiennent que les contrats miniers hérités du passé enfermaient le Burkina Faso dans un rôle d'exportateur de matières premières à faible retour. La nationalisation est alors vue comme un rééquilibrage nécessaire permettant à l'État de récupérer une part plus juste de la richesse produite sur son territoire. À leurs yeux, accepter un choc temporaire est le prix à payer pour rompre un cycle de dépendance qui dure depuis des décennies. Un second argument souvent avancé concerne l'effet politique et symbolique. En rompant frontalement avec les États-Unis et certains partenaires européens, le pouvoir envoie un signal clair à la population et au reste du continent. Ce geste renforce la légitimité interne du régime et nourrit un sentiment de dignité nationale, particulièrement fort chez les jeunes et dans les zones rurales. Cette adhésion populaire est présentée comme un capital politique indispensable pour mener des réformes profondes. À l'inverse, les critiques formulent deux objections majeures. La première porte sur le risque d'isolement économique durable. Selon eux, la perte d'investissements étrangers, la suspension de l'aide internationale et la méfiance des marchés pourraient freiner la croissance sur plusieurs années. Il souligne que la souveraineté économique ne garantit pas automatiquement l'efficacité, surtout dans un contexte de capacité technique limitée. La seconde vise la substitution des dépendances. S'ouvrir davantage à la Russie et à la Chine est perçu par certains analystes comme un simple déplacement d'influence, plutôt qu'une véritable autonomie. Ces partenariats alternatifs, bien que stratégiques, reposent aussi sur des intérêts géopolitiques qui pourraient à terme contraindre les marges de manœuvre du Burkina Faso. La réponse du pouvoir s'articule autour d'un point central, l'absence d'alternative crédible au statu quo. Pour Ibrahim Traoré, continuer sous l'ancien modèle revenait à accepter un appauvrissement progressif et une souveraineté de façade. La stratégie actuelle ne promet pas une réussite automatique, mais elle assume un pari calculé. Risquer la rupture pour tenter une transformation structurelle. Ce débat n'est donc pas tranché. Il prépare surtout le terrain pour une question décisive. À quel moment ce pari commence-t-il à produire des effets visibles pour la population? À ce stade, une ligne est franchie. Les décisions ne sont plus seulement symboliques, elles reconfigurent durablement les marges de manœuvre de l'État. La nationalisation des mines, l'embargo sur les visas et la réorientation diplomatique forment désormais un bloc cohérent, difficile à démanteler sans coût politique majeur. Ibrahim Traoré ne peut plus ajuster à la marge. Toute inflexion serait lue comme un reniement de la promesse initiale. Cette révélation de mi-parcours tient à un changement moins visible mais décisif. Le débat n'oppose plus ouverture et fermeture, mais maîtrise et dépendance. En reprenant le contrôle des ressources et en acceptant une période de tension économique, le pouvoir affirme que la souveraineté ne se mesure pas à l'absence de contraintes, mais à la capacité de les choisir. Ce déplacement du cadre transforme la discussion nationale. Dans l'administration comme dans les entreprises publiques, les priorités évoluent. Les décisions se prennent avec l'hypothèse d'un environnement international moins coopératif, obligeant à accélérer les réformes internes. Cette contrainte agit comme un révélateur.
Elle met en lumière les faiblesses structurelles, mais aussi les leviers jusque-là négligés. Pour la population, le message devient plus clair. Il ne s'agit plus d'un geste ponctuel contre des acteurs étrangers, mais d'un chemin long, exigeant et assumé. C'est ici que le soutien populaire, évoqué plus tôt, cesse d'être émotionnel pour devenir stratégique. Car à partir de ce point, et reculer coûterait plus cher qu'avancer. Les effets des décisions prises se matérialisent désormais de façon différenciée selon les acteurs concernés. Pour l'État, les entreprises, les citoyens et l'environnement régional, les conséquences ne suivent ni le même rythme ni la même logique. C'est dans cette dispersion des impacts que se mesure réellement la portée du choix opéré par Ibrahim Traoré. Pour l'État burkinabé, le changement le plus immédiat est budgétaire et politique. La perspective d'une hausse substantielle des recettes minières offre une autonomie financière accrue, réduisant la dépendance aux bailleurs occidentaux. Cette marge nouvelle permet d'envisager un financement plus direct des services de public, mais elle s'accompagne d'une pression accrue sur les capacités administratives. L'État doit désormais gérer seul des secteurs complexes, sous le regard attentif d'une population qui attend des résultats rapides et mesurables. Pour les entreprises, l'impact apparaît plus contrasté. Les sociétés étrangères, en particulier occidentales, quittent le pays dans un climat d'incertitude juridique et diplomatique. À l'inverse, les entreprises publiques et les acteurs locaux se voient confier des responsabilités élargies, souvent sans disposer immédiatement des compétences ou des capitaux nécessaires. Ce transfert crée des opportunités inédites, mais aussi des risques de désorganisation et de baisse de productivité à court terme. Pour les citoyens, les conséquences se font sentir plus directement, parfois de manière plus douloureuse. Dans les zones minières, la perte temporaire d'emploi et la reconversion forcée génèrent des tensions sociales. Dans le reste du pays, la suspension partielle de l'aide internationale affecte certains programmes de santé, d'éducation et d'infrastructure. Cependant, une partie de la population perçoit ces sacrifices comme le prix à payer pour rompre avec un modèle jugé injuste, renforçant le soutien politique au pouvoir en place. Sur le plan régional et géopolitique, l'effet est plus diffus mais profondément stratégique. Le Burkina Faso redéfinit ses alliances en se rapprochant de partenaires comme la Russie et la Chine, tout en renforçant ses liens avec d'autres pays du Sahel. Cette recomposition modifie les équilibres régionaux et suscite l'attention d'États africains confrontés à des dilemmes similaires. Le choix d'Ibrahim Traoré devient ainsi un point de référence observé autant qu'il est débattu. Au fond, ces quatre niveaux d'impact révèlent une réalité commune. Aucun acteur n'est épargné par la transition en cours. Les bénéfices potentiels sont réels, mais ils ne se matérialisent pas simultanément ni de manière uniforme. Cette asymétrie nourrit les tensions, mais elle explique aussi pourquoi le débat reste vif et ouvert. À ce stade, une question domine. Comment ces effets hétérogènes vont-ils évoluer dans les mois à venir et quel chemin s'ouvre réellement pour le pays? À moyen terme, l'avenir du Burkina Faso dépendra moins des intentions affichées que de la capacité à absorber les chocs initiaux. Trois trajectoires plausibles se dessinent, chacune reposant sur des dynamiques déjà observables depuis janvier 2026. Aucune n'est certaine, mais toutes éclairent les choix qui attendent le pouvoir. Dans une première trajectoire, celle d'une stabilisation progressive, l'économie parvient à encaisser la perte des investissements occidentaux sans s'effondrer. Les recettes minières augmentent lentement mais de façon irrégulière, en raison des ajustements techniques et organisationnels nécessaires à la gestion publique des sites. Les partenariats avec la Chine et la Russie se consolident, apportant des financements ciblés et une assistance logistique, sans compenser totalement les flux antérieurs.
La croissance reste modeste, les tensions sociales persistent, mais le soutien politique à Ibrahim Traoré demeure suffisant pour maintenir le cap. Dans une trajectoire plus optimiste, celle d'une recomposition accélérée, la transition est plus fluide que prévu. Les programmes de formation produisent rapidement des compétences locales, permettant une reprise efficace de l'exploitation minière. Les revenus supplémentaires sont réinvestis dans les infrastructures et les services publics, créant un effet d'entraînement sur l'emploi. Sur le plan régional, le Burkina Faso renforce sa coopération avec le Mali et le Niger, esquissant une intégration économique capable de contourner certaines sanctions. Dans ce contexte, le pays devient un symbole de résistance réussie, inspirant d'autres États africains à revoir leur modèle de dépendance. Et dans une trajectoire plus sombre, celle d'un isolement et d'un essoufflement, les sanctions et la défiance des investisseurs s'aggravent. Les partenariats alternatifs tardent à produire des effets concrets, tandis que la gestion publique des mines révèle des limites structurelles. La réduction de l'aide internationale affecte durablement les secteurs sociaux, accentuant le mécontentement. La popularité du pouvoir s'érode, exposant le projet de souveraineté à des pressions internes croissantes. Ces scénarios partagent un point commun. Ils reposent sur des choix d'exécution, plus que sur des discours. La question centrale devient alors stratégique. Comment transformer une rupture politique en trajectoire économique soutenable sans épuiser le capital social accumulé? Au-delà des équilibres macroéconomiques, les décisions prises résonnent différemment selon les profils sociaux. Pour beaucoup, la question n'est pas idéologique, mais concrète. Comment ces choix affectent-ils la vie quotidienne aujourd'hui et demain? Pour les travailleurs des secteurs miniers et industriels, l'impact est immédiat. Les fermetures des navets temporaires de sites, les reconversions imposées et les formations en cours créent une période d'incertitude. À court terme, les revenus sont fragilisés, mais la promesse d'une montée en compétences locales offre une perspective nouvelle fondée sur un contrôle accru des métiers stratégiques. Pour les jeunes et les étudiants, le message est plus symbolique. La rupture avec les anciennes puissances coloniales alimente un sentiment de dignité et de réappropriation du futur. Cependant, ce capital symbolique ne suffit pas sans opportunités réelles d'emploi et d'entrepreneuriat. L'enjeu pour le pouvoir est de traduire le discours de souveraineté en débouchés tangibles. Pour les populations rurales et les ménages dépendants des services publics, l'impact est plus ambivalent. La réduction de certaines aides internationales affecte la santé, l'éducation et les infrastructures, je crois qu'il est locales. En parallèle, la perspective d'un État mieux financé par ses propres ressources suscite l'espoir d'investissements plus adaptés aux besoins nationaux. Cette transition demande du temps et elle met à l'épreuve la patience collective. Enfin, pour les acteurs économiques locaux, artisans, commerçants et petites entreprises, la période est faite de risques et d'opportunités. La disparition de partenaires étrangers bouleverse certains marchés, mais elle ouvre aussi des espaces à des initiatives locales. Le succès de cette recomposition dépendra largement de l'accès au crédit, à la formation et à un cadre réglementaire stable. À travers ces profils, une réalité s'impose. La souveraineté économique n'est pas une abstraction. Elle se traduit par des choix quotidiens, des sacrifices temporaires et des attentes élevées. C'est cette expérience vécue qui déterminera, plus que tout discours, l'adhésion durable au projet porté par Ibrahim Traoré. Pour transformer la rupture politique en résultat durable, une feuille de route claire s'impose, articulée autour d'actions mesurables. Sans cette structuration, la souveraineté proclamée risque de rester symbolique. Ibrahim Traoré
place désormais l'exécution au cœur de la crédibilité de son projet. D'abord, il faut sécuriser la gestion des ressources nationalisées. L'État doit stabiliser l'exploitation minière en identifiant rapidement qui fait quoi, avec quels moyens et selon quels indicateurs de performance. La priorité est d'éviter une chute prolongée de la production tout en garantissant une transparence minimale pour prévenir les dérives et la corruption. Le succès se mesure ici par la continuité des recettes et la régularité des opérations. Ensuite, il devient crucial d'accélérer la montée en compétences locales. Les programmes de formation doivent passer du stade pilote à une échelle industrielle en ciblant les métiers techniques et de gestion. L'objectif est clair, remplacer progressivement l'expertise étrangère par des capacités nationales, sans compromettre la sécurité ni l'efficacité. Les indicateurs clés deviennent le nombre de travailleurs formés, intégrés et opérationnels. Puis, il faut réorienter les partenariats extérieurs. La coopération avec la Russie, la Chine et les pays du Sahel doit être structurée autour de projets concrets, limités dans le temps et évaluables. Il s'agit d'éviter une dépendance diffuse en privilégiant des accords précis liés à des infrastructures, à l'énergie ou à la sécurité. La mesure du succès repose sur des livrables tangibles, non sur des annonces diplomatiques. Enfin, il faut protéger la cohésion sociale. Les secteurs affectés par la baisse de l'aide internationale doivent bénéficier de mécanismes de compensation ciblés, notamment dans la santé et l'éducation. Cette dimension sociale conditionne l'acceptabilité politique des réformes. Et surtout, la gouvernance devient le fil conducteur. Sans règles claires, sans contrôle crédible et sans communication régulière, l'ensemble du processus perdrait sa légitimité. C'est sur ce point que la stratégie d'Ibrahim Traoré sera jugée dans la durée. Dans les zones minières évoquées plus tôt, le silence des machines a remplacé le va-et-vient des convois étrangers. Ce décor, provisoirement figé, est devenu le symbole concret d'un choix historique. Il rappelle que la souveraineté ne se proclame pas dans les discours, mais se construit dans des lieux précis, avec des conséquences visibles. Ibrahim Traoré a assumé une rupture que beaucoup jugeaient trop risquée. En quelques semaines, il a déplacé le centre de gravité du débat national de la dépendance acceptée vers la responsabilité assumée. Ce geste a réveillé un sentiment de fierté collective, mais il a aussi exposé les fragilités d'un État confronté à ses propres limites. Le rappel est constant. Chaque gain potentiel est précédé d'un coût immédiat. Les travailleurs en reconversion, les services publics sous tension et les partenaires économiques hésitants incarnent cette phase de transition. Pourtant, c'est précisément dans cette zone d'inconfort que se joue la crédibilité du projet. Le choix posé dépasse désormais la personne du dirigeant. Il engage une génération entière, appelée à décider si la rupture vaut l'effort prolongé qu'elle exige. L'histoire récente montre que reculer serait plus coûteux que persévérer sans méthode. Une certitude s'impose alors. La souveraineté n'est ni rapide ni indolore, mais lorsqu'elle est assumée collectivement, elle cesse d'être un slogan pour devenir un chemin. Au terme de cette séquence, le Burkina Faso n'apparaît ni comme un modèle achevé, ni comme un échec annoncé. Il se situe dans un entre-deux exigeant où chaque décision pèse plus lourd que les précédentes. Ce moment dépasse le cadre national et interpelle plus largement la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. Le choix porté par Ibrahim Traoré agit comme un miroir. Il oblige à interroger les compromis acceptés depuis des décennies, mais aussi les risques réels d'une rupture mal maîtrisée. Souveraineté, coopération, dépendance, autonomie. Ces notions prennent ici une dimension concrète loin des abstractions. Pour les observateurs, la question n'est pas de trancher trop vite entre succès et échec.
Elle consiste plutôt à suivre les indicateurs réels, les effets sociaux, la qualité de la gouvernance et la capacité d'adaptation face aux contraintes. C'est dans cette durée que se jouera la crédibilité du projet. Reste enfin une interrogation plus large qui concerne bien au-delà du Burkina Faso. Dans un monde où les rapports de force économique se recomposent, jusqu'où un État peut-il aller pour reprendre le contrôle de son destin sans s'isoler durablement? La réponse n'est pas donnée d'avance. Elle dépendra des choix collectifs à venir et de la manière dont chacun accepte d'en assumer le coût et le sens.